Bonjour à tous, merci beaucoup d'assister à cette table ronde qui va porter sur la structuration et le financement de l'innovation pour les PME, les startups qui proposent des solutions industrielles dédiées à l'usine du futur, donc en accord avec le thème du salon. Et en effet, on sait que les PME, les startups doivent mener à la fois le développement de technologies émergentes, fabrication additive, réalité virtuelle, jumeaux numériques, on en parlera tout à l'heure, tout en se structurant et en organisant leur modèle économique pour répondre aux besoins des grands groupes. Et c'est donc cette approche globale dont on va discuter pendant la demi-heure qui vient, en s'appuyant sur des cas concrets et des témoignages, notamment celui de Mehdi, et sur des bonnes pratiques qu'on peut associer. Je me présente en quelques mots. Donc moi, je suis Patrice Charton, je fais partie du cabinet Heming qui est spécialisé en financement de l'innovation. Et je laisse Mehdi et Nicolas se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Mehdi Alafed, cofondateur et CEO de la société Touch Sense City. Donc, pour rapidement présenter notre activité, nous avons développé une technologie qui permet de détecter en temps réel tous les endommagements et les déformations d'une pièce. Donc, on intervient dans le domaine du structural health monitoring et on travaille aujourd'hui avec à peu près 20 clients européens, grands groupes, que ce soit dans l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile ou le spatial. Bonjour à tous, pour ma part, donc je m'appelle Nicolas Leroy, je suis directeur adjoint de Bordeaux Techno-Ouest en charge de l'innovation. Bordeaux Techno-Ouest, donc c'est une technopole basée en métropole bordelaise, notre siège est à Mérignac. Notre métier, c'est d'accompagner des startups, nous en avons actuellement 100 en portefeuille, spécialement dans le domaine de l'industrie, industrie aéronautique, spatiale, défense, mobilité et énergie, pour la grande majorité d'entre elles. Merci à tous les deux. Donc, on va commencer, Mehdi, par une question assez simple pour toi. Quelles sont les clés d'une collaboration réussie avec un grand groupe pour justement arriver au développement, au déploiement d'une innovation industrielle dans un grand groupe ? Alors déjà, une collaboration avec un grand groupe se divise en 3 étapes. Il y a une première phase de cadrage et de lancement ou de négociation juridique. Il y a une phase de réalisation. Et ensuite, il y a une phase de clôture et de transition vers une collaboration pérenne. Et la clé de la réussite de ces 3 étapes, c'est la communication. Il faut voir ça un peu comme un mariage, mais comme toute collaboration, il faut apprendre à se parler, apprendre à s'écouter et surtout apprendre à comprendre les enjeux des différents acteurs autour de cette collaboration. Une start-up, elle, de son côté, va avoir plutôt une méthode, un modèle agile, donc va vouloir aller vite, va vouloir aller rapidement. On connaît les problématiques de trésorerie que peut avoir une start-up. Tandis qu'un grand groupe, souvent sur des modèles en V ou en W, va être beaucoup plus long, beaucoup plus procédurier. Ça ne veut pas dire que l'un des 2 modèles est meilleur, mais ça veut dire que chacun doit s'adapter aux problématiques et aux enjeux des 2 acteurs autour de cette collaboration. Et je ne suis pas là pour défendre à tout prix les startups. Au contraire, l'enjeu pour une startup, c'est de comprendre et de se projeter, si elle était un grand groupe, quelles seraient ses difficultés, et de s'adapter aux difficultés du grand groupe pour que la collaboration soit la plus efficiente possible. Est-ce que tu as justement un exemple concret d'une collaboration avec un grand groupe qui a été fructueuse finalement, justement de par la prise en compte de ces points clés en quelque sorte par ta société ? Bien sûr, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc nous en avons de nombreuses, et je vais un petit peu flatter mon ego en disant ça, mais effectivement on en a quelques-unes, des collaborations. Nous aujourd'hui on travaille qu'avec des grands groupes et à minima des ETI de 500-600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et on a eu le cas de figure où on a fait un POC, une preuve de concept il y a 3-4 ans de ça, avec une grosse ETI française, et ça s'est très bien passé. On a été capable de comprendre leurs enjeux, de s'adapter dans la négociation juridique. On comprenait bien qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas enlever des contrats de sous-traitance, même en termes de propriété intellectuelle. Donc on a trouvé un entre-deux qui a satisfait les 2 acteurs. Et aujourd'hui, ce même acteur s'est engagé sur une volumétrie jusqu'en 2039 avec une commande de plusieurs milliers d'unités pour nous, et ce qui va nous permettre de continuer la croissance de la société. Donc cet acteur nous fait confiance. On lui fait confiance aussi parce qu'on veut continuer avec lui. Et c'est basé sur quoi ? Le fait qu'on s'est compris, qu'on a compris nos enjeux et qu'on s'est adapté. Ok,
Merci Mehdi. Donc effectivement, communication comme point important et finalement un partenariat stratégique à construire entre la start-up et la grand groupe, c'est les 2 points clés. C'est bien Tout ça. à fait. Ok, merci. Nicolas, Mehdi nous parlait de ces points. Je sais qu'à Bordeaux Techno-Ouest, vous avez une démarche, notamment un programme dont Mehdi a bénéficié et qui permet justement d'aller vers cette approche-là globale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type d'accompagnement et ce programme notamment? Oui, alors en effet, donc Touch City, donc qui a été accompagné par Techno-Ouest précédemment, donc il est maintenant alumni. On a mis en place finalement dans le cadre de notre accompagnement au sein de Bordeaux Techno-Ouest un programme qui s'appelle Jonction. Ça fait partie intégrante de notre accompagnement aujourd'hui. On a bien évidemment de l'accompagnement sur la stratégie des entreprises, le business model, la recherche de financement public, privé. Mais on a mis en place depuis 2018 maintenant un programme qui s'appelle Jonction. Donc vous avez le détail ici qui va peut-être défiler. Ce programme consiste finalement entre les 35 grands groupes partenaires de la Technopole. On a Dassault notamment, Aviation, qui fait partie des partenaires majeurs de la Technopole. Et l'idée de ce programme-là, au-delà de l'accompagnement régulier, c'est de permettre aux entreprises qui sont chez nous, à tous les stades, de l'incubation jusqu'à l'accélération, de se tester face à des marchés et donc de rencontrer des grands groupes industriels qui sont donc en recherche de solutions avec donc ce dont parlait Mehdi, cette agilité finalement à réguler pour satisfaire les 2 parties. Nous, on se considère finalement dans cette relation-là sur le programme Jonction comme un facilitateur pour permettre aux grands groupes finalement de bien scanner ses besoins et de bien finalement exprimer la première démarche de recherche, et à la start-up finalement, puisque nous les connaissons toutes parmi les 100 que nous accompagnons, de bien savoir quel est le bon momentum pour approcher cette démarche et donc à travers ça d'être facilitateur. Donc Jonction, c'est un nom d'un programme d'open innovation, donc d'innovation ouverte comme on dit en français, qui a été lancé donc en 2018 et donc les 38 partenaires industriels finalement travaillent avec nous pour rechercher les meilleures startups dans des domaines d'activité stratégiques. On va nous donner donc un thème de la maintenance prédictive, de l'intelligence artificielle, de la robotique, qui vont nous permettre ensuite de scanner dans notre portefeuille les 5 ou 6 startups les plus appropriées et de créer des rencontres. Donc, en haut, voilà. Donc, voilà les différents grands groupes qui sont aujourd'hui partenaires et financeurs de la Technopole et qui, donc, dans les différentes thématiques que je vous énumérais précédemment, sont à la recherche véritablement de solutions, qu'elles soient en amont ou en aval, de startups qui sont chez nous. Notre but à nous, Techno-Ouest, à travers une équipe qui est dédiée, c'est de qualifier les meilleurs besoins au meilleur moment et d'opérer des rencontres. Voilà. Donc, les chiffres clés d'année 2024 en quelques points. On a eu 214 connexions, 144 mises en relation, 54 rencontres qualifiées et 16 contrats signés pour 410 000 € sur une année entière de POC ou de contrats un peu plus longue durée, allant d'une petite dizaine de milliers d'euros à parfois centaines de milliers d'euros et plus. Et notre objectif, c'est véritablement d'accompagner, de faciliter et de permettre à la start-up finalement d'aboutir à cette relation de la meilleure des manières. Cet accompagnement, il se fait en 3 phases. Un suivi régulier avec des rendez-vous qui sont donc pilotés mensuellement, des animations collectives puisqu'on aide aussi des grands groupes finalement à communiquer les uns les autres et à partager des bonnes méthodologies entre chacun d'entre eux et ce quel que soit leur secteur d'activité, et d'avoir un appui sur mesure parfois avec certains grands groupes. Ici, c'est le cas avec Keolis Bordeaux Métropole qui a fait l'appel à nous pour quelque chose de beaucoup plus global au sein de leur démarche innovation interne. Et donc on a, comme je disais, une équipe en interne qui consacre du temps, en plus de l'accompagnement des startups au sens régulier, pour permettre à cette relation, je dirais, d'être la plus fluide possible, puisque c'est bien ça dont il s'agit, c'est d'améliorer grandement la fluidité des contacts. Ok. Que je comprenne bien, Nicolas, quand tu parles de mise en relation, et on voit, c'est à l'écran avec une équipe dédiée, si moi je suis un grand groupe, j'ai un besoin spécifique sur une technologie particulière que j'imagine apporter une plus-value à ma production, d'un point de vue concret, l'apport de ton équipe finalement au grand groupe, aux startups, c'est vraiment cette connaissance fine des technologies, c'est bien ça? C'est ça. En fait, nous, Technopole, notre métier, c'est d'accompagner les startups pendant 5 ans. En ce sens, on les connaît très bien. On connaît leurs facilités, on connaît leurs points positifs et leurs points moins positifs. Voilà. Donc, en ce sens, on va essayer de qualifier au mieux les besoins, dire à la startup c'est le bon moment,
et ensuite d'opérer une relation au moment le plus adapté avec le grand groupe. Voilà. Merci, c'est très clair. Je fais juste un aparté, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'organisation, de structuration. Juste un aparté sur le financement, puisqu'on voit dans les témoignages de Mehdi et Nicolas, finalement, que la partie R&D, et notamment la réalisation de POC associée au process, ça reste des phases clés, et qui demandent des besoins financiers pour les startups, les PME. Et donc, il y a une absolue nécessité de recourir au système de financement, aux possibilités de financement qui sont ouvertes, que ce soit au niveau local, avec BPI, avec des structures comme Techno-Ouest, au niveau plus global, au niveau national ou européen, voire des dispositifs fiscaux comme le crédit d'impôt recherche qui est très connu, ou encore le crédit d'impôt innovation ou la jeune entreprise innovante. Et l'important pour les PME et les startups, c'est vraiment d'avoir cette approche globale sur tous les systèmes de financement construite pour bénéficier finalement de la communalité de tous ces systèmes pour, je dirais, passer ces phases de R&D. Mehdi, je reviens vers toi. On a parlé des points importants, des points clés pour arriver à une réussite. Un peu le pendant maintenant. Quels sont les points d'intention et peut-être les points bloquants qui peuvent se poser et qu'il faut essayer d'éviter quand on veut avoir une démarche de développement d'innovation industrielle, toujours pour le compte d'un grand groupe? Alors, j'ai parlé de l'importance de la communication. Dans les points clés et points un peu négatifs, je vais dire la communication. Voilà. Quelle originalité. Non, mais c'est complètement vrai, parce que je peux avoir un contre-exemple. Bien qu'on a eu beaucoup de réussites, on a eu quand même quelques échecs, ce qui est normal. Et on a eu un échec lié à la communication. C'est-à-dire que nous avons réalisé un prototype pour un client, on a démontré la fonctionnalité du prototype, et nous avons été évalués sur son industrialisation. Et nous n'étions pas au courant que c'était le point clé que le client souhaitait regarder. Donc forcément, on est venu avec un prototype R&D et on n'a pas répondu aux besoins. Après plusieurs échanges, on a compris ça, donc on a proposé une méthode d'industrialisation pour une volumétrie de centaines de milliers d'unités par an. Sauf que notre client cherchait une industrialisation pour une volumétrie de quelques milliers. Donc on a dû à nouveau réajuster. Heureusement, nous avons réussi et nous continuons à travailler avec cet acteur. Mais là où je veux en venir, c'est que le problème qui est survenu, c'est que nous n'avons pas été capables à 2 fois d'identifier et de comprendre le besoin du client. Alors, ça ne veut pas dire qu'on écoute mal, ça ne veut pas dire que le grand groupe explique mal, ça veut dire tout simplement qu'on n'avait peut-être pas le même jargon, qu'on n'avait pas bien cadré les choses, qu'on n'avait pas pris le temps de communiquer et de valider les différentes métriques qu'on allait utiliser pour lancer ce projet. Donc si je dois donner un point d'attention, ça reste la communication. Travailler entre grands groupes et start-up, c'est 2 mondes qui vont s'entrelacer, c'est 2 manières de voir les choses, c'est souvent aussi des générations différentes, et il faut être capable d'échanger pour comprendre les enjeux et les besoins de chacun et nous permettre d'avancer, éviter ce type de problématiques qui peuvent soit détruire une collaboration ou au mieux la rallonger. Dans notre cas, ça l'a rallongé d'1 an et demi, et 1 an et demi c'est beaucoup dans la vie d'une petite société. Donc si je dois aujourd'hui mettre un point d'accent et un point d'intérêt, c'est apprenez à communiquer, cadrer, écouter et vous adapter aux enjeux et aux problématiques de votre partenaire, qu'il soit petit ou grand. Donc finalement, c'est une question d'alignement en termes de délai notamment, d'attente et finalement de langage commun qu'il faut essayer de partager. Et tu l'as dit simplement, les grands groupes, par exemple, si je prends le sujet du délai, c'est pas la même échelle qu'une petite PME. Exactement. Ça va aller vite pour un grand groupe, c'est 3 à 6 mois. Ça va aller vite pour moi, c'est demain. Donc rien que cette métrique-là est complètement différente. Donc quand on est dans une phase de négociation juridique et qu'un grand groupe me dit « je reviens rapidement vers vous », moi je sais que dans mon business plan, je tire le trait sur 3 à 6 mois. Quand moi je lui dis « je reviens rapidement vers vous », il a le mail au mieux le soir même dans la nuit, voire le lendemain matin, au plus tard. Donc lui, généralement, je sais qu'il ne va pas me répondre avant 3-4 semaines, ce qui est normal. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt pour moi. C'est qu'ils ont énormément de sujets à traiter en parallèle, ils ont d'autres sujets prioritaires que faire un POC ou lancer une petite indus avec une start-up. Donc c'est tout à fait normal, mais c'est de comprendre ça et de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va gérer des millions d'euros de projets, que le projet à 200 000 euros qu'on fait ensemble, c'est 5% de son activité, donc forcément, il va y allouer 5% de son temps, et dans ce cas-là, décaler les délais. Mais c'est qu'une question d'adaptation, de compréhension et finalement de communication. Quand on me dit « ça va aller vite », très bien, qu'est-ce que c'est rapidement pour vous ?
C'est pas grave si c'est 3 mois ou 6 mois, mais au moins je le sais. Après, avec aussi les questions de service, d'impact pour toi financier, quand on parle d'industrialisation, c'est tout un impact financier derrière pour toi d'investissement, j'imagine. Bien sûr, derrière, ça a des conséquences, mais c'est des conséquences qui sont maîtrisées quand on les connaît dès le début. Et encore une fois, je vais reparler de la communication, mais je pense qu'à force de le dire, ce mot-là, ça va rentrer dans vos têtes. Mais c'est une question de communication. Si j'ai des enjeux de trésorerie, je peux très bien l'expliquer et mettre en place un échéancier de paiement. J'ai des clients qui acceptent un échéancier de paiement où j'ai 40% à la commande, parce qu'ils sont compréhensifs et ils comprennent que dans mon cas, j'ai de l'argent à avancer pour acheter du matériel, pour recruter, et que je ne peux pas le faire sur fonds propres, parce qu'étant donné que je suis une start-up, je suis en flux tendu. Mais c'est des choses qu'ils vont comprendre et qui peuvent se négocier. Un grand groupe comprend ces enjeux-là et va très bien comprendre ces problématiques-là. Ça ne veut pas dire qu'il va les accepter, mais ne serait-ce que les exprimer va déjà permettre de débloquer la situation et de ne pas se retrouver à la fin d'un projet qui dérive un peu, ce qui est normal, mais me retrouver en flux tendu parce que je n'ai pas la trésorerie, parce que c'est 100% à la livraison. Donc parler de ça dès le début nous permet d'avoir une collaboration qui est gagnante-gagnante. Et par exemple, je peux prendre aussi l'exemple de la communication de presse. Une start-up, c'est important de communiquer dans la presse. Un grand groupe, c'est plutôt l'inverse. Il va vouloir cadrer, maîtriser. Et dans ces cas-là, on peut faire un communiqué de presse ensemble, le faire valider par les services de communication interne du client. Mais tout ça, faut l'aborder dès le début. Il faut en parler dès le début et on aura la vision du grand groupe et on pourra s'y ajuster, s'y adapter. Puis ça marche dans les deux sens parce que le grand groupe peut aussi s'adapter, parce que je parle souvent du fait qu'il a des délais longs. Mais j'ai déjà eu des cas de figure où j'ai des grands groupes qui se sont très bien adaptés parce qu'ils ont compris l'enjeu et qu'on a réussi à trouver un entre-deux. Parce que finalement, les deux acteurs s'adaptent. C'est qu'une question de communication. Ok, merci. Nicolas, je te passe la main vraiment sur la même question finalement. Quels sont les points bloquants, notamment toi par le rôle de facilitateur en fait, que tes équipes ont entre les grands groupes et les startups, la vision finalement des deux côtés. Quels sont justement les points bloquants, les points d'attention, même question encore une fois, que tu relèves, toi, de ton point de vue de facilitateur? Alors, en fait, le concept d'innovation ouverte n'est pas nouveau. Il existe depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Nous, on a mis en place ce système-là pour améliorer grandement notre accompagnement et donc permettre à nos startups de développer du chiffre d'affaires, se tester face aux clients. Mais je dois dire que les choses vont quand même dans le bon sens, voire dans le très bon sens, puisque depuis 2018, où nous avons donc lancé ce programme jusqu'à maintenant, on a quand même une organisation au sein des grands groupes qui est quand même beaucoup plus adaptée, beaucoup plus agile aussi dans son sens, et avec la chance pour nous maintenant, à travers les 35 grands groupes, d'avoir à chaque fois un référent ou une référente adaptée, dédiée, qui va un peu plus loin que les 5%, et qui nous permet vraiment de gagner du temps, et avec une porte d'entrée, un référent, on a la possibilité ensuite de faire diffuser le message et donc d'essaimer cette idée de projet collaboratif au sein du grand groupe de la meilleure manière qui soit. Voilà. Avec des grands groupes effectivement qui se montrent de plus en plus souples, disponibles et qui ont bien vu à travers notre portefeuille, entre autres, pas que, la possibilité de travailler avec des entreprises qui sont dans un secteur industriel et technologique très affirmé. On a une identité au sein de notre portefeuille chez TechnoWest. Les grands groupes le savent, participent finalement au développement de la Technopole à travers cela. Et on a ainsi, je dirais, nous, comme je disais, en tant que facilitateur, un meilleur moyen maintenant de fluidifier cette communication, cet échange. Et donc, moi, je vois vraiment, là, en 2025, les contrats se multiplient. Alors, ils ne sont pas toujours de nature importante en termes d'argent, mais par contre, ils sont de plus en plus réguliers. Et ils se répètent chaque année. Et on a quelques tendances maintenant qui se confirment. Maintenant, il y a des sujets beaucoup dans la robotique, les capteurs, l'IA, etc. Mais voilà, ça va vraiment dans le bon sens et je dois dire que ce programme maintenant fait tout son sens dans notre accompagnement. Ok. Moi, j'avais une question, et notamment quand on a préparé cette table ronde, notamment des visions peut-être un peu clichés encore, mais quand je dis clichés, je sais qu'elles existent encore, de grands groupes qui, j'allais dire, font appel à des PME ou des startups pour faire un peu du test and learn sans trop de vision de nouvelles technologies. Et puis du côté des startups, peut-être des gens qui ont tendance à trop vouloir étaler une certaine expertise technique sans forcément écouter le réel besoin d'un grand groupe. Est-ce que ça, tu le vois encore, Nicolas, ou est-ce que une vision peut-être encourageante, optimiste, c'est quelque chose qui est un peu en train de disparaître, c'est un peu ces pertes de temps finalement? Non, les choses vont vraiment dans le bon sens et s'harmonisent.
Il y a, je dirais, cette culture-là qui se met en place dès le départ de la création d'un projet. Les études de marché prennent tout leur sens, mais ce type de rencontre, on peut parler de grands salons comme Viva Technologies, dont c'est l'essence même de permettre aux grands groupes et aux startups de travailler ensemble, d'exposer ensemble. Donc je dois dire que ce paramètre-là, maintenant, il est pris en considération, et côté grands groupes avec les référents Hip Open Innovation, et avec les startups qui, comme Mehdi, ont su dès le départ prendre en considération ce sujet de la collaboration, de la co-construction de projets avec un grand groupe. Et en essayant pour nous, évidemment, de défendre nos startups, mais aussi et surtout d'harmoniser, de fluidifier tous ces échanges de la meilleure manière possible. Ok, merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin de la table ronde. On me fait signe qu'il nous reste environ 5 minutes, je crois, pour les questions, c'est ça? Un peu moins même. Donc on est en capacité de prendre 2-3 questions. N'hésitez pas à vous lancer. Oui, bonjour, Philippe Fioravanti d'Assaut Aviation. Moi, je suis quand même étonné. Alors, effectivement, les choses s'arrangent, mais enfin, je vais mettre quand même les pieds dans le plat. Je suis quand même étonné que vous n'ayez pas parlé du référencement des fournisseurs, parce que nous avons une contrainte quand même, quand nous sommes un grand groupe, c'est que pour passer, c'est tout bête, hein, c'est basique, mais pour passer une commande, il faut le plus souvent un fournisseur référencé. Et bon, pour avoir passé 6 ans sur le pôle de compétitivité à Aerospace Valley, je pense qu'on s'est partagé tous quelques-uns de nos malheurs. Et un des premiers malheurs que nous connaissons en industrie, c'est le temps de référencement d'un fournisseur qui n'est pas connu. Donc, quand ça se passe bien, c'est 2 à 3 mois, et quand ça se passe moins bien, c'est un certain temps. C'est comme le fût du canon. Donc ça veut dire que entre le moment où les prises de contact naissent, le besoin, il y a déjà tout ce temps de transit qu'il faut quand même pouvoir absorber. Puis après, il y a qui dit commande, dit paiement. Donc effectivement, je vois que des fois, il y a des possibilités d'accord pour des avances sur... ça c'est très bien, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Après, vous avez le plus souvent le paiement à 60 jours ou à 90 jours, même si maintenant la loi prévoit plutôt le 60 jours. Donc je pense que vous devez, enfin la majorité des startups que j'ai rencontrées pendant 6 ans faisaient face à cette problématique-là, et je ne pense pas que ce soit vraiment arrangé, quoi. Alors oui, vous avez complètement raison, et du coup je peux être encore plus précis parce que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec vous, et je travaille avec vous aujourd'hui. Mais alors, quand je parlais de communication, quand on est une start-up et qu'on décide de travailler avec des grands groupes, ce sont des obligations inhérentes à tous les grands groupes. Donc là, ce n'est pas une question de collaboration, c'est plus une question de stratégie, de développement et de business model du côté de la start-up. Dans la phase de cadrage, de lancement, de négociation, parce que je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a la partie référencement qui prend 3 à 6 mois, même si aujourd'hui la majorité des grands groupes ont quand même des documents allégés pour les startups où on passe différentes phases ESG qui ne nous concernent pas parce qu'on n'a pas d'usine, mais aussi la partie juridique qui prend qui prend beaucoup de temps, surtout quand il s'agit de modifier ou de faire des clauses exceptionnelles à un contrat de sous-traitance. Ça prend beaucoup de temps, mais ça c'est tout à fait normal. Et c'est ce que j'expliquais, ça fait partie des obligations du grand groupe. Vouloir travailler avec un grand groupe, c'est aussi accepter les obligations légales, structurelles, organisationnelles d'un grand groupe. Et gérer une start-up et développer une start-up, c'est être capable de prendre ça en compte dans le développement de sa société, dans son business model, et de se dire je n'aurai pas de chiffre d'affaires avec ce compte-là la première année, ce qui est normal. Et les échéanciers de paiement, c'est la même chose. Souvent, ça va être alors, nous, aujourd'hui, on arrive au mieux à avoir du 40-40-20 ou 40-30-30, mais des fois, on a du 0-0-100. Mais ça fait partie des enjeux. Si l'hypothèse de départ est du 0-0-100 pour tous les grands comptes, si on a un échéancier un peu mieux, c'est bénéf, et notre business plan n'est qu'amélioré. Donc après ça, c'est plutôt, moi je mets ça plutôt dans la catégorie gérer sa start-up
et comment travailler avec des grands groupes quand on est une start-up et prendre en compte ces éléments-là. Mais ce n'est pas un point négatif du grand groupe, c'est ses obligations et il faut les prendre en compte. Merci à tous. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.